ici pour ces conférences et plus encore quand c'est quelqu'un qui, pendant de nombreuses années, est venu assister aux différents cycles de conférences, comme c'est le cas de Victor Geskin. En fait, il est ingénieur chimiste, il a été formé à Moscou, il a fait son mémoire en chimie quantique et il a appartenu au milieu des chimistes théoriciens soviétiques. Il a fait son doctorat en chimie physique à l'Académie des sciences russes. Il a travaillé dans différents domaines de la chimie en Russie et en France avant de s'installer en Belgique et il a été chercheur pendant plus de 20 ans à l'université de Mons. Il a toujours été très intéressé par l'histoire des sciences et ce sujet-ci, vous l'aurez compris, lui est particulièrement proche. Voilà, je lui laisse tout de suite la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui? Non? Non? Ça va? Oui, ça va. Bonjour encore. Donc merci, tout d'abord merci à Anne pour m'avoir donné cette possibilité de parler d'un sujet qui m'intéresse vraiment, mais il y aura très peu de chimie, ne vous inquiétez pas, beaucoup plus d'histoire. Et cette histoire est, disons, dans la même veine que l'histoire de Lysenko, pour ceux et celles qui ont entendu Pierre il y a 2 semaines. Elle est relativement mineure, cette histoire. C'est un épisode d'une importance mineure, mais justement, il démontre un peu la banalité de ce genre de discussion à l'époque stalinienne, les années 50, et aussi, à mon avis, ça donne un certain éclairage sur l'histoire, la perception de la chimie théorique par la communauté des scientifiques, évidemment, avec un petit twist soviétique. Donc, au commencement était l'article. Et l'article était dans une revue idéologique, philosophique soviétique qui s'appelle Questions de philosophie, l'année 49. L'article était écrit par 2 chimistes. J'en parlerai plus. Je vais vous donner quand même pas mal de citations pour vous mettre dans le bain, dans le langage de l'époque, parce que c'est quelque chose quand même spécial. Donc, à propos d'une théorie pro-machiste, c'est pas machiste, c'est machiste, c'est d'après un physicien Ernst Mach. Pro-machiste et c'est propagandiste, le titre déjà. Et donc, il s'agit d'une théorie chimique, vous verrez tantôt. C'est sans importance, en fait, de quoi s'agit-il en détail pour l'instant. L'analyse démontre que les contenus physiques de la théorie de résonance est erroné et les bases philosophiques de ces auteurs et propagandistes sont proches de Mach. La théorie de résonance n'est qu'un exemple comment les approches philosophiques machistes et hostiles au marxisme mènent les chercheurs bourgeois et leurs disciples aux conclusions pseudo-scientifiques pour les problèmes physiques et chimiques concrets. Une certaine popularité de la théorie de résonance en chimie soviétique est la conséquence de l'influence de l'idéologie bourgeoise sur quelques scientifiques soviétiques. La conséquence de l'attitude non critique de quelques scientifiques soviétiques aux bases théoriques et théories spécifiques qui pénètrent chez nous du côté du monde capitaliste. Donc, vous voyez qu'il ne s'agit pas tout à fait d'une discussion scientifique. Donc, c'est le commencement de cette histoire. Et la fin de cette histoire, c'est en fait une conférence pan-soviétique dans le département des sciences chimiques de l'Académie des sciences du RSS et la publication de ce qu'on appelait le livre gris. C'est un livre de 500 pages à peu près, le procès verbal de cette conférence. Quand même 400 participants, une cinquantaine de présentations, les débats. Et donc, cette conférence était la dernière et la concluante d'une série de conférences qui ont eu lieu dans les instituts de recherche, dans les universités, dans les disons, conférences locales.
Voilà, donc ça se termine en l'année 51, au mois de juin 51. Quelques mots à propos de l'organisation des sciences. Donc, c'était la conférence à l'Académie des sciences russes, soviétique. L'Académie des sciences de l'URSS n'a rien à voir avec, par exemple, l'Académie des sciences belge, qui est un club des scientifiques. C'est une institution étatique qui gère les instituts de recherche qui appartiennent à l'Académie des sciences. Donc, les académiciens et les membres correspondants sont normalement, et dans la plupart des cas, c'est vrai, les scientifiques éminents qui sont élus à vie par leur père, mais bien entendu responsables devant le gouvernement et le Parti communiste. Et donc le rôle de l'Académie des sciences, les décisions de l'Académie des sciences deviennent décisives pour le fonctionnement de l'Institut, quel genre de recherche on peut mener, quel genre de recherche on ne peut pas mener. Donc ce n'est pas un club de discussion. Et donc la conférence à l'Académie des sciences, en l'occurrence département des sciences chimiques, c'est important. Ça détermine ce qu'on peut faire en chimie, ce qu'on ne peut pas faire en chimie. Pas tous les instituts de recherche étaient affiliés à l'Académie des sciences. Il y avait aussi des instituts de recherche appliqués, non académiques, subordonnés au ministère. Donc il n'y avait pas de mur étanche entre les deux, mais c'était quand même deux systèmes à part, et les instituts de recherche appliqués quand même écoutaient ce que l'Académie des sciences dit. Il y avait aussi des institutions d'enseignement supérieur, universités, instituts. Et évidemment, tout était supervisé par le comité central du parti. D'une part, il y avait le département des sciences dans le comité central du parti. Et aussi, il ne faut pas oublier que dans chaque cellule de la société soviétique, y compris les instituts de recherche et les instituts d'enseignement, il y avait les comités et les cellules locales du parti. Donc, par exemple, à l'Académie de, mettons, chimie organique, il y avait une cellule locale avec un chimiste quelconque qui était le chef de parti, qui supervisait aussi ce qui se passe. Donc, le contrôle idéologique était assez strict. Je ne veux pas tout lire, mais quand même, la conférence ouvre avec, évidemment, la salutation au camarade Staline, où on dit que, rassemblé ici pour une discussion large et libre des problèmes principaux de l'état actuel de la théorie, le développement de notre chimie soviétique a lieu à l'époque stalinienne qui ouvre les possibilités illimitées du développement de la science et de l'industrie. Pourtant, pendant quelques années, nous les chimistes n'avons pas été assez attentifs aux problèmes théoriques, puisque nous étions concentrés sur le travail expérimental. Guidés par les décisions du comité central du parti, sur les questions idéologiques et par les directives de votre part, camarade Staline, les chimistes soviétiques ont livré la bataille contre les concepts idéologiques de la science bourgeoise. La vicissitude de la prétendue théorie de résonance est maintenant démasquée, et ce qui en reste sera jeté hors de la science soviétique. Vous ne connaissez toujours pas c'est quoi les théories de résonance, je parle d'un non-chimiste, mais vous verrez c'est quelque chose d'extrêmement pernicieux et dangereux. Donc tout ça se passe pendant les dernières années de la vie de Staline. Donc Staline est mort le 5 mars 1953. Je souligne les dates de sa mort parce que c'est plus important dans ce contexte-ci que la date de sa naissance, parce que très bientôt après la mort de Staline, la situation commence à changer. Et donc, il faut dire que, stalinisme, c'est quand même une longue période de l'histoire, et comme une longue période, il y avait de sous-périodes différentes. Et alors, ce qui se passe après la victoire dans la guerre, Deuxième Guerre mondiale, donc après l'année 45,
Et vraiment, on peut dire que c'est la propagande atteint son délire complet. Staline est vraiment un dieu vivant. Donc ici, je vous donne quelques images pour démontrer ça. C'est facile de comprendre où il s'agit de la propagande d'après-guerre, parce qu'après-guerre, sur toutes les présentations, Staline est en uniforme de généralissime. Donc avant, il était habillé différemment. Par exemple, ici où il est devant les champs, je pense que c'est peut-être les tableaux qui datent d'avant la guerre. Parce qu'évidemment, il ne vieillit pas, donc son visage ne vous dit rien, mais l'uniforme, oui. Et alors, il faut souligner qu'après la guerre, il y avait les espoirs complètement infondés, que tandis que Staline avait vu que son peuple a sacrifié beaucoup pendant la guerre et se comportait bien, donc on entendait que Staline va remercier son peuple par une certaine libération. C'était les espoirs parmi, d'une part, les paysans qui espéraient la fin des kolkhozes, et d'autre part, parmi l'intelligentsia qui espérait que, voilà, il y aura une certaine libéralisation, on pourrait respirer un peu. Évidemment, c'est l'inverse qui se passe. Le contrôle idéologique est vraiment renversé, les vis sont serrées, et Andrei Jdanov veille au grain. Et en plus, après la guerre, ce qui monte, c'est le chauvinisme russe, russe dans les deux sens, russe comme l'État URSS et Russie avant la guerre, et russe dans le sens du chauvinisme, les peuples russes. Donc, on souligne souvent que tout a été inventé en Russie, et ce qui peut être résumé par une blague de l'époque, que la véritable patrie des éléphants, c'est la Russie. Donc, vous avez déjà senti que le langage est assez spécial. Donc, je donne un petit glossaire de nos langues d'après Orwell, mais ce n'est pas la langue inventée par un écrivain, c'est une langue qui était utilisée vraiment, surtout en discussion de ce genre récit. Liberté de critique et autocritique. En réalité, il s'agit du droit de certains vigilants, comme les deux chimistes là qui ont publié l'article, mandatés ou automandatés, d'anéantir ces victimes désignées, et l'obligation des perdants de cette discussion de tout accepter, implorer pardon. Ça s'appelle autocritique. Vous avez vu un peu d'autocritique que nous, chimistes soviétiques, n'ont pas fait assez attention à la théorie, mais c'est parce que... Bon. Libre discussion et compétition d'opinion, c'est pratiquement la même chose. Le fameux machisme du nom d'Ernst Mach, le physicien autrichien. Quand on parle, par exemple, d'avions qui volent avec la vitesse, 2 fois la vitesse de son, on dit 2 Mach. C'est lui, c'est Ernst Mach. Ou bien machisme, ou bien mécanisme, ou bien idéalisme bourgeois. Peu importe, c'est pas la même chose, mais dans le contexte des discussions scientifico-politiques soviétiques, il s'agit d'une théorie scientifique considérée comme non marxiste, nuisible, pernicieuse, et une théorie qu'il faut combattre. Il faut l'appeler comme ça. Objectivisme, on dirait qu'objectivisme, dans le contexte scientifique surtout, c'est quelque chose de bien, mais pas du tout. Objectivisme, c'est-à-dire négation des intérêts du parti, du prolétariat ou du pays, quand on est faussement objectif au lieu de défendre ouvertement les intérêts du bon côté. Maintenant, un néologisme qui est aussi beau en russe qu'en français. Bas-synclinisme devant Occident. Il s'agit de prosternation, le manque de patriotisme et de dignité nationale ou sociale face à l'idéologie étrangère. J'ai inventé la traduction qui est le plus proche du mot russe qui n'existe pas en fait. Donc, quand on s'incline trop bas. Et cosmopolitisme, souvent avec l'épithète déraciné.
Cosmopolitisme, c'est pas bien du tout. C'est aussi le manque de patriotisme, négation implicite des réussites soviétiques et russes, souvent avec les sous-entendus antisémites, après la guerre avec la montée du chauvinisme. Donc, tout ce dictionnaire sera utilisé dans notre discussion. À propos du fameux machisme, donc, je vous donne une citation. Vladimir Lvov, c'est un écrivain et vulgarisateur scientifique. Je trouvais online son livre de l'année 58, c'est-à-dire déjà après la mort de Staline, quand l'époque était beaucoup plus douce, on peut dire, idéologiquement. Et pourtant, pour vous donner un peu l'impression que l'invectisme machisme est très dangereux, c'est très dangereux. Donc je vous lis tout ça. Donc c'est le livre sur Albert Einstein. Et Albert Einstein, en principe, il considérait Marx comme quelqu'un de ses, pas précurseurs, mais quelqu'un qui l'a influencé beaucoup. Et donc, il fallait expliquer qui est Ernst Mach dans ce livre de vulgarisation scientifique pour le public soviétique. La tâche principale de machisme, en tant qu'instrument philosophique de la bourgeoisie réactionnaire, était à rénover l'outillage défraîchi des bigoteries en le soutenant par la science moderne, entre guillemets. La tâche consistait donc à conserver autant que possible en disposition du capitalisme deux armes idéologiques lui nécessaires, notamment les poisons spirituels de la religion et l'appareil théorique de la science en tant que la base du développement futur de la technique. Pas facile comme tâche, étant donné que la physique, la chimie, l'astronomie et toutes les autres sciences de la nature, par leur contenu propre, dynamitent le mythe idéaliste et religieux. Cette tâche ne pouvait en toute évidence être accomplie par les fonctionnaires officiels de la philosophie scolaire. Il fallait trouver quelqu'un de plus professionnel, plus érudit. Le physicien Ernst Mach s'est avéré l'homme de la situation. La trahison est toujours dégoûtante, ce qui s'applique aussi à la trahison d'un physicien, explorateur de la matière, qui piétine le drapeau de sa science, les drapeaux du courage et de la victoire de la pensée humaine. Il faut dire que Mach était athée en principe, donc il n'a rien à voir avec l'Église, mais c'est pas important. Donc on met tout dans un même sac. C'est pour vous dire que vous voyez comment ça se passe. Il y a quelqu'un qui choisit, qui embauche Ernst Mach pour accomplir la tâche, le basse besogne. C'est un peu ça. Et donc être un machiste dans l'Union soviétique, c'est très dangereux, c'est-à-dire être un ennemi. Donc, quand on écrit une publie dans une revue idéologique avec le titre à propos d'une théorie machiste, c'est une dénonciation. Il ne s'agit pas d'un dispute scientifique. Maintenant, puisqu'on parle de machisme, pourquoi machisme? Pourquoi on a choisi Mach en personne comme l'ennemi numéro un et l'ennemi un peu immortel? Parce que toujours reviennent les gens qui sont machistes, tandis qu'il y avait beaucoup quand même de la philosophie bourgeoise, on aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Donc, les sources principales de la philosophie officielle de la science soviétique. D'abord Lénine avec son livre Matérialisme, empirico-criticisme, note critique sur une philosophie réactionnaire. En fait, c'est le livre qui a été écrit assez rapidement, après quelques semaines d'études bibliographiques publiées en 1909 pour des raisons politiques. Il fallait terrasser certains adversaires politiques au sein du parti même. Donc, les mots-clés ici, les notes critiques. Et ce qui frappe dans ce livre, c'est que, si vous voulez, vous trouvez en français, en Internet, vous lisez une page, 2 pages choisies au hasard, c'est le ton, le virulence extrême du ton, de sobriquet, vraiment la façon, évidemment, il y a une certaine pensée, et donc ce n'est pas mon propos ici de critiquer léninisme ou marxisme, mais
Le ton est très spécial dans ce livre, et ce ton, c'est ce qu'on trouve dans la propagande soviétique après, amplifiée bien entendu. Une autre œuvre philosophique de Lénine, c'est ces cahiers philosophiques qui n'ont jamais été destinés à la publication. Il s'agit de ces notes personnelles publiées en 1933 en URSS. Et Engels, Dialectique de la nature, même chose. C'était un livre qui était destiné normalement à être publié, mais pour des raisons diverses, Engels n'a pas eu le temps de le terminer. Donc aussi, le manuscrit surtout non terminé, a été préparé pour l'édition en URSS déjà et publié en russe et en allemand. Donc, ces trois ouvrages faisaient partie du catéchisme idéologique dans l'enseignement supérieur, tout horizon, du scientifique à l'artistique. C'est pour ça je les connais. Voilà. Donc, dans le livre d'Engels, vous verrez pourquoi je discute ces histoires anciennes. Il y a 5 formes du mouvement de la matière: mécanique, physique, chimique, biologique et social. Et donc, pour le mouvement mécanique, il s'agit du déplacement en espace seulement, caractérisé seulement par la trajectoire, et il est indiqué en mécanique, on ne rencontre pas des qualités. Et après, il y a le mouvement physique, chaleur, électricité, magnétisme, gravitation, qui est différent du mouvement mécanique. Et après, il y a le mouvement chimique et tout ça. Et donc, il s'agit de ne pas mélanger les mouvements différents parce qu'ils ont leurs lois propres. Bon, c'est une vision sans doute justifiée pour son temps, mais quand on doit parler de mouvements mécaniques et physiques séparés de mouvements chimiques de la matière au milieu du XXe siècle, ça paraît un peu daté quand même. Et bien que Engels, marxisme, Engels fait partie du marxisme, est considéré comme comme quelque chose qui est très différent du positivisme, en fait, si on prend Auguste Comte, aussi, il a une classification antérieure à la classification d'Engels, mais quand même assez semblable, des sciences en mathématiques, astronomie, physique, chimie, biologie, sociologie, et chaque science a ses propres lois. Et donc, il ne s'agit pas d'introduire les lois d'une science dans l'autre. Il faut faire attention de bien séparer tout ça pour des raisons. Je ne vais pas perdre de temps pour expliquer tout ça pour Auguste Comte, mais quand même, il y a une citation très intéressante pour nous. Auguste Comte écrit à propos de la chimie et mathématiques. Toute tentative de faire rentrer les questions chimiques dans les domaines des doctrines mathématiques doit être réputée jusqu'ici, et sans doute à jamais, profondément irrationnelle, comme étant antipathique à la nature des phénomènes. Elle ne pourrait découler que d'hypothèses vagues et radicalement arbitraires sur la constitution intime des corps. Bon, c'est facile à rire, mais bon, c'est écrit en 1830. Engels n'a pas dit ça, mais quand même la classification des types de mouvements de la matière d'Engels est quand même assez semblable à la classification de Comte, et on voit que la séparation est assez nette entre les types de mouvements des matières différentes. Maintenant, quelques mots très rapidement sur le développement de la chimie, surtout chimie organique. On doit donner le contexte à toutes ces controverses qui mènent à cette histoire de 51. Et en effet, la théorie chimique en XIXe siècle n'est ni physique ni mathématique. Évidemment, je ne parle pas de mathématiques simples quand on pèse quelque chose ou quand on compare les volumes. Vous comprenez la structure mathématique de la théorie. En fait, la théorie en chimie est plutôt déduite
avec beaucoup d'audace, il faut admettre, des données expérimentales. Et c'est vraiment à part de la physique. Je parle du 19e siècle. John Dalton propose le concept d'atome. Je vais très vite ici parce que c'est pas vraiment les propos. Et on voit ici les tableaux de symboles des atomes et les symboles des premières molécules par Dalton. C'est le début du 19e. Au milieu du 19e apparaît la notion de la valence, c'est-à-dire que chaque atome a une force de tenir un nombre limité d'autres atomes. Donc valence, cette force chimique, cette affinité, comme on dit. 1857, dans la même veine, Kekulé comprend que l'atome de carbone, c'est-à-dire que l'atome principal de la chimie organique, contient 4 valences. Donc c'est la force chimique limitée. On approche à la notion de la structure chimique. 1861, un scientifique russe, Butlerov, on en parlera, publie dans une revue allemande, donc en allemand, un article sur la structure chimique des corps. On en parlera un peu. Kekulé, le même Kekulé, a une idée géniale qu'une molécule très importante de benzène qui est représentée sur un timbre poste allemand, donc c'est une molécule vraiment importante, a une forme spéciale, et donc vous avez ou bien un bâtonnet ou 2 bâtonnets entre les atomes de carbone, donc ce sont des valences, des liaisons chimiques. Donc on approche à l'idée que les atomes se mènent ensemble dans un certain ordre dans les molécules organiques. Et 1874, Van Troff, très jeune, a une idée de stéréochimie que pas que tout simplement l'ordre, mais une molécule, c'est vraiment un corps, un espace 3-dimensionnel. Et donc tout ça se passe sur le fond de développement des physiques où la plupart des physiciens n'acceptent pas l'existence d'atomes. Donc la chimie est vraiment extrêmement audacieuse ici. Tout ça paraît aux physiciens, la plupart des physiciens, complètement outrageux parce qu'il n'y a pas de données physiques, on n'a pas vu les atomes, on n'a pas vu les molécules, donc comment peut-on dire ça? Et pourtant, il s'avère que tout c'est vrai. Mais tout ça est vrai, mais ça montre que les développements de la chimie et de la physique, jusqu'à un certain moment, sont vraiment divergents, on peut dire. Donc Butlerov, c'est important dans notre contexte aujourd'hui. Butlerov, en fait, c'est quelqu'un, et c'est reconnu, qui a introduit le concept de la structure chimique. La structure chimique, donc c'est dû à Butlerov. C'est un peu difficile le style du 19e, mais quand même c'est important. En supposant que chaque atome chimique possède une quantité bien définie et limitée de la force affinité chimique, c'est-à-dire qu'un atome peut se lier avec un nombre limité d'autres atomes, avec laquelle il participe en formation du corps, c'est-à-dire de molécules, j'appellerai cette liaison chimique, ou bien la manière de combinaison mutuelle des atomes dans un corps composé, la structure chimique. Donc, quelque chose qui nous paraît tout à fait évident aujourd'hui, ce n'était pas du tout évident à l'époque, et donc c'était un grand pas, effectivement. Et encore une citation qui prendra un twist tout à fait inattendu, on en reviendra. Pour chaque corps, qu'une seule formule rationnelle ne sera possible dans ce sens. Et quand les lois générales de dépendance des propriétés chimiques des corps et des structures chimiques seront connues, une telle formule sera l'expression de toutes ces propriétés. En fait, l'idée ici est que une formule chimique, ce n'est pas juste un schéma qu'on peut inventer pour faciliter les choses, mais la formule chimique reflète vraiment comment la molécule est en réalité. Et donc c'est pour ça une seule formule chimique, parce que c'est vraiment une image de molécule. Donc c'est à peu près ça qu'il voulait dire. Et comme vous voyez, donc c'est publié en allemand, et donc Butlerov faisait partie de sciences européennes. Il travaillait quelques années avec Kekulé en Allemagne, puis
Il est rentré en Russie, il était professeur en Russie, il était assez respecté et bien placé. Ici, vous avez le timbre post-soviétique de l'année 51, parce que c'est juste vers les années 49-50, on a publié les recueils de travaux de Boutlerov. C'était sur la vague des patriotisme soviétique, comme je viens d'expliquer, ont publié beaucoup de scientifiques du passé, mais les scientifiques qui avaient tout le mérite en fait. Il y avait, ce n'était pas les grandeurs inventées, pas du tout. Donc Boutlerov était quelqu'un très respecté, peut-être pas assez cité, mais pour la raison que disons, ses idées étaient éparpillées dans ses travaux, et donc c'était plutôt pour les historiens des sciences de trouver dans quel article il a dit quoi, mais ses idées, qui étaient aussi dans l'esprit de l'époque, il y avait d'autres chimistes occidentaux qui avaient à peu près les mêmes idées, donc les questions de priorité sont toujours difficiles. Et maintenant, on avance dans l'autre axe de temps, et c'est l'électron qui entre en chimie. Donc l'électron est découvert en 1897 par Thomson, puis Rutherford propose le fameux modèle planétaire, et Niels Bohr propose une théorie quantique ancienne en 1913 qui explique la stabilité d'atomes parce que il y avait des problèmes pour les modèles planétaires. Et donc, ce fameux modèle planétaire qu'on voit partout, même maintenant, bien que ce n'est pas vrai du tout. Donc voilà, l'électron entre en chimie, l'électron, l'atome n'est plus atome, l'atome n'est plus indivisible. L'atome contient un noyau et les électrons autour. Et donc, il devient un principe logique que si les atomes forment les molécules, les atomes rencontrent par leurs électrons extérieurs. Donc ce sont les électrons qui doivent être au cœur de la liaison chimique. Et en fait, les chimistes sautent sur cette idée. Et en 1916, il y a 3 chimistes qui avaient le problème de priorité. Donc je ne veux pas entrer dans cette discussion, mais ils proposent l'idée que les atomes forment les liaisons avec leurs électrons, et l'atome est en quelque sorte cubique parce que il s'avère qu'avoir 8 électrons, c'est très agréable pour un atome, c'est très stable, et donc on imagine que les atomes forment leurs liaisons en partageant les électrons, comme c'est indiqué ici sur ce schéma. Et même maintenant, à l'école, on étudie ça, et on ne se pose pas la question, je pense au moins, pour moi, c'est en contradiction flagrante avec l'atome planétaire de Bohr et Rutherford, parce que on voit mal comment on partage 2 électrons comme ça quand les électrons orbitent autour des électrons. Mais c'est juste dire que encore au début du XXe siècle, il paraît que la chimie et la physique prennent les voies pas que différentes, mais vraiment divergentes, on peut dire. Donc, les chimistes ne voient pas ce que les physiciens font, même à ce moment-ci. Disons, un peu plus tard, ces 2 chemins se rencontrent quand même. Par exemple, en 1925, le physicien Pauli propose le principe d'exclusion. C'est encore dans les théories anciennes de Bohr. Et on explique le système périodique, pourquoi les atomes sont différents et pourquoi leurs propriétés sont différentes. Et finalement, on entre vraiment dans la modernité quand on peut dire que la mécanique quantique fait son irruption dans la chimie. Donc 25, c'est Heisenberg qui propose une variante de la mécanique quantique moderne, mécanique matricielle, et l'année suivante, Schrödinger propose l'autre variante et démontre l'équivalence des 2. Et tout de suite, les physiciens
saute sur cette possibilité de proposer les modèles vraiment physiques, basés sur la physique moderne, des liaisons chimiques. Tout de suite, vous voyez 25, 26, la théorie vient d'être formulée, et déjà en 27, 28, il y a deux théories principales qui sont toujours vivantes et correctes, qui proposent la théorie vraiment basée sur la physique des liaisons chimiques. La plupart de ces gens-là, évidemment, ont leur prix Nobel. Mais pas tous, malheureusement. Et les physiciens, je ne veux pas tout lire, mais les physiciens, leur réaction est extrêmement optimiste. Voilà, Van Vleck, aussi un prix Nobel, il écrit « Serait-il trop optimiste d'oser croire qu'il s'agit probablement du commencement de la science des chimies mathématiques ?» Puis, je cite le dernier, Heisenberg, que le modèle de liaison chimique a le grand avantage de mener exactement au concept de valence que les chimistes utilisent. Donc, valence, c'était un concept tout à fait chimique, pas vraiment quantitatif, et ici, on voit rejoindre la physique et la chimie en expliquant la valence. Et la fameuse citation de Dirac que je dois lire absolument, les lois physiques de base nécessaires pour les théories mathématiques et de la grande partie de la physique et de toute la chimie sont ainsi complètement connues. Et la seule difficulté est que l'application exacte de ces lois mène aux équations beaucoup trop compliquées pour être solubles. Il devient donc souhaitable que les méthodes approximatives pratiques pour appliquer la mécanique quantique soient développées, ce qui peut mener à l'explication des propriétés principales des systèmes physiques complexes sans trop de calcul. Donc, en fait, c'est absolument vrai ce qu'il a dit en 29. C'est ce que les chimistes théoriciens font toujours, jusque maintenant. Les équations sont toujours là et il faut toujours trouver les approximations et aussi les modèles pour traiter les systèmes sans trop de calcul. Mais vous voyez aussi quelque chose qui sans doute était perçu comme arrogance extrême par les chimistes, que voilà, toute la chimie est maintenant claire. Et c'est déjà l'année 29, 3 ans après la naissance, 3-4 ans après la naissance de la mécanique quantique. Et donc, la chimie quantique est née tout de suite. Donc, en fait, le terme chimie quantique est né en 1937 dans le livre de Hans Hellmann, que je vais montrer aussi. Et pour le thème de notre conférence, il est important que la théorie des résonances, vous ne connaissez toujours pas de quoi s'agit-il, mais je vais vous dire tantôt, est née en 28 par Linus Pauling, et en 39, donc en 28, il commence à publier la série des articles, et en 39, il publie son livre majeur, la première édition, et je ne sais plus combien d'éditions après, est traduite dans toutes les langues, The Nature of Chemical Bond. Et en 44, son élève Welland publie le livre qui s'appelle comme ça The Theory of Resonance. Donc c'est quelque chose d'important dans le développement de la théorie de structure chimique. Hans Hellmann, qui est là de côté droite, c'est un physicien allemand qui avait un destin peu commun et tragique. Donc, c'est un physicien allemand, de gauche, et en plus, sa femme était juive, et donc, en 1933, il devait quitter l'Allemagne absolument, et donc, il avait le choix il avait une proposition des États-Unis et de l'URSS. Il choisit l'URSS à cause de ses convictions politiques. Et donc, il atterrit au laboratoire de Yakov Sirkin, dont on va parler tout à l'heure. En 1935, il devient professeur, il est naturalisé soviétique. En 1937, il publie le livre. Il écrit le livre, en fait, en allemand. Le livre s'appelle Chimie quantique, mais la première édition est publiée d'abord en russe et après en allemand. Donc, si vous voulez, le terme chimie quantique apparaît pour la première fois en russe.
Mais en 1938, il est arrêté comme espion allemand et immédiatement exécuté. Et l'autre physicien que je cite ici, l'année 32, structure canonique. Structure canonique, on verra tout à l'heure c'est quoi dans le contexte de la théorie de résonance. En fait, c'est un physicien soviétique qui passait pas mal d'années en Allemagne, chez Max Born et ailleurs. Et quand il était en Allemagne, il publiait sous le prénom Georg et son prénom russe c'était Yuri. Et donc voilà, il devient très tôt professeur à l'université de Moscou sur recommandation de Schrödinger en personne. Et en 1938 aussi, il est arrêté ensemble avec Landau. C'était le jour de son anniversaire, mais on aimait les plaisanteries de ce genre-là. Donc, c'est-à-dire que tout le monde est ensemble. Ils étaient copains avec Landau et d'autres physiciens. On les embarque ensemble. Et lui, il avait de la chance. Il n'était pas exécuté. Il a juste passé 10 ans en détention et après 5 ans en déportation. Puis après la mort de Staline, tout de suite le verdict a été révisé et annulé. Et il quand même a eu une longue vie. En tant que physicien, il était assez... disons, il publiait beaucoup, mais surtout ses contributions à la mécanique quantique et physique chimie quantique, c'est les années 30. Pourquoi je donne ces deux noms? Parce que ça n'a rien à voir directement avec notre histoire, mais vraiment les premiers chimistes quanticiens soviétiques avaient un destin assez malheureux, surtout pour Hellman. Et Hellman, il a travaillé chez Syrkin et évidemment, ça laisse une impression. Il y avait rien de personnel contre la chimie quantique, entendons-nous, c'était business comme usual. On arrêtait tout le monde, mais ça a frappé les premiers quanticiens chimiques fortement. Maintenant, Yakov Syrkin, qui était le chef du labo de Hellman, donc c'est un chimiste soviétique assez en vue. Il est professeur, chef de plusieurs laboratoires, lauréat des prix Staline de l'année 43. C'est le principal prix scientifique, artistique, donc il y avait plusieurs divisions de prix Staline, en 43, y compris par ses travaux sur les structures de molécules et liaisons chimiques. Ça, c'est important. Et donc, ce qui est intéressant, que Syrkin est sans doute peut-être le premier chimiste soviétique et parmi les premiers chimistes au monde, pas le premier, mais parmi les premiers, qui a compris le développement de la physique théorique et a compris qu'il faut l'appliquer en chimie. Donc c'était le chimiste qui a sauté sur l'occasion d'explorer la chimie quantique, la chimie théorique. Et c'est très important parce que vous avez vu que souvent c'était les physiciens qui d'abord développaient leur théorie et puis qui essayaient de dire leurs mots en chimie, mais les chimistes essayaient d'être de l'autre côté. Syrkin était sans doute parmi les premiers et donc il faisait de la chimie physique, donc c'était un expérimentateur et puis il a compris que pour être théoricien, donc il faut. Donc en 1943, il était élu membre correspondant de l'Académie des sciences et finalement en 1964, il était académicien, donc voilà. Pourquoi je parle de Syrkin? Parce qu'il a publié un livre très important en 1946, en russe évidemment, qui s'appelait Structure des molécules et les liaisons chimiques, avec sa collaboratrice. Et immédiatement, en 1950, le livre a été traduit en anglais, publié en Angleterre. Et donc, on peut trouver le revue publié dans une revue scientifique, très louable. Donc, que le livre est lisible et que le livre apparemment occupe la place qui n'est pas occupée par d'autres livres. Donc, c'est un bon livre, on peut le trouver online. Mais évidemment, maintenant, il y a plein d'autres, mais c'est un bon livre. Donc, cette fameuse théorie de résonance est traitée,
Mais il y a d'autres choses qui sont traitées aussi. Donc ce n'est pas le livre sur les théories de résonance. Le livre a été très bien accepté à l'Union soviétique, très bien accepté aux États-Unis et en Angleterre, donc apparemment tout va bien. Encore un chimiste qui entre en jeu ici. Il s'agit de Yuri Zhdanov. Donc c'est un personnage que j'ai du mal à cerner. Normalement je ne touche pas les détails personnels de gens, donc qui était son papa, qui était sa femme, mais ici c'est important parce que pour Yuri Zhdanov, son papa était Andrei Zhdanov, qui était très proche de Staline, numéro 2, numéro 3, où on peut discuter. Et donc le responsable pour l'idéologie soviétique. Et un peu plus tard, en 1949, sa femme, il se marie avec la fille de Staline. Donc c'est quelqu'un qui est assez proche. Et en plus, les familles de Staline et de Zhdanov étaient très proches toujours. Donc il a grandi sur les genoux de Staline, on peut dire. Et donc Svetlana, la fille de Staline, était sa copine d'enfance. Donc c'est quelqu'un très proche de Staline. Et c'est quelqu'un sans doute doué. Je ne peux pas, disons, supposer autre chose, mais quand même en 1947, c'est-à-dire quand il a 28 ans, il devient le directeur de la section des sciences naturelles et techniques du comité central du parti. Donc c'est un très jeune homme. Il est chimiste par formation, pas encore docteur. Il devient docteur en philosophie l'année suivante et le docteur en chimie un peu plus tard. Donc c'est un chimiste par formation. Et à 28 ans, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez souligné, à 28 ans, ce jeune homme devient responsable du contrôle idéologique des sciences naturelles et techniques en Union soviétique. Après, en 50, il devient directeur du département des sciences et de l'enseignement supérieur du comité central du parti. Donc, c'est quand même beaucoup. Il est sans doute doué parce que il est sans doute aussi bon. On a un témoignage de Svetlana Alliluyeva, de son ex-femme, parce que il divorce assez rapidement en 52, donc elle écrit que c'est un érudit sec qui passe toute sa vie avec ses livres, il n'a pas besoin de femmes. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est-à-dire que c'était quelqu'un intellectuel. Bon, et donc au moment de notre discussion de 51, c'est le directeur du département des sciences et de l'enseignement supérieur. Son rôle exact dans la discussion n'est pas clair. Mais on ne peut pas organiser cette discussion sans participation d'un personnage comme ça. Donc, après la mort de Staline, sa carrière prend une tournure. Donc, il s'appelle ça déportation. Donc, il est déporté en tant que directeur du département des sciences d'un comité local de parti. Bientôt, il devient recteur de l'université locale sans être professeur, donc il devient professeur plus tard. Et puis, finalement, il est membre correspondant de l'Académie des sciences. Et d'une certaine façon, il est protecteur de la chimie théorique parce que il y avait des chimistes théoriciens bien connus sortis de son laboratoire, on peut dire. Donc, il est possible qu'il était un bon chimiste s'il s'intéressait de la philosophie marxiste aussi, mais quand même il était très jeune quand il gérait la science soviétique. Et voilà ce qu'il écrit, Yuri Zhdanov, tardivement, c'est pas à l'époque, c'est après les discussions philosophiques Jean Staline. Après les discussions philosophiques de 1947, la revue Questions de philosophie a été créée. C'est là où la première article de dénonciation a été publié, dont la tâche était de débattre théoriquement les problèmes de dialectique, logique et théorie de connaissance. Les discussions en biologie, il s'agit de Lysenko, et physiologie ont eu lieu ensuite. Il y avait une discussion sur l'évolution du système d'astres. En suivaient les discussions sur la linguistique et sur l'économie politique. Pas toujours les résultats de ces discussions étaient positifs sans ambiguïté.
Pas toujours pouvait-on séparer les positions et les goûts personnels de Staline. Mais il est absolument clair que la méthode des discussions publiques attirait l'attention des scientifiques aussi bien que des activistes des partis et de toutes les couches de la population. Le danger des monopolismes en sciences inquiétait Staline particulièrement. Et donc maintenant la conférence. Donc on revient. J'ai donné le contexte, donc je n'ai pas perdu le fil. Maintenant on revient à la conférence de 51 qui s'ouvre par le rapport principal, préparé par un comité sans doute en tête académicien Térénine qui était un photochimiste et qui comprenait très bien de quoi il parle. Et en fait, le rapport principal est, disons, scientifiquement très correct. Si on élimine les formules idéologiques, c'est très correctement écrit. Et donc, ce qu'il écrit ici, c'est que, il loue la théorie de Butlerov, loue correctement. Puis il souligne, il cite la citation, il donne la citation de Butlerov que j'ai mentionnée déjà. Pour chaque corps, une seule et unique formule serait alors possible. Donc, vous vous souvenez que Butlerov espérait que la chimie théorique pourra donner une formule, une pour une molécule qui reflèterait vraiment la structure de cette molécule. Bon, puis une période idéologique, ce n'est pas par hasard que c'était un chimiste russe qui eut l'honneur de conduire la chimie organique de son impasse. En Europe occidentale, notamment en Allemagne, les scientifiques étaient fortement influencés par les philosophies de Kant et Hegel. Butlerov se basait toujours sur les vues matérialistes. Bon, Butlerov déjà à l'époque voyait clairement que les mouvements, que le mouvement chimique est qualitativement différent des autres formes de mouvement de la matière et ne peut être réduit à cela. Donc, la théorie de structure de Butlerov, c'est quelque chose qui porte sur la forme de mouvement chimique de la matière et il ne faut pas le mélanger avec autre chose. Sans doute Butlerov n'a rien pensé de tel, mais je veux dire, c'est le propos ici. La sous-estimation, incompréhension et distorsion de la théorie de la structure de Butlerov sont devenues caractéristiques pour les scientifiques bourgeois. Les noms de Butlerov n'est cité que rarement, ce qui est vrai. Certains chimistes soviétiques adoptent une attitude non critique par rapport aux expressions des chimistes européens et américains qui ont sous-estimé eux aussi le rôle de Butlerov dans la création de la théorie de la structure. Donc, ce qui se passe, que Butlerov avait des idées très importantes, mais c'était les idées de son temps, et donc la théorie se développe plus loin. Mais ici, on souligne que d'abord, Butlerov était matérialiste dialectique avant la création, c'est un peu comme Aristote était un bon chrétien avant le Christ. Et donc, c'est les scientifiques bourgeois qui sournoisement essayent de le obscurcir de son rôle. C'est quelque chose comme ça qui est proposé ici. Maintenant, la théorie de résonance. Enfin, le concept de résonance est basé sur l'interprétation erronée de certains calculs approximatifs de la chimie quantique. Le concept de résonance prétend de facto au rôle de la théorie générale de la structure chimique. Selon le concept de résonance, je vais démontrer ça, un phénomène particulier de la mécanique quantique a lieu dans les molécules, notamment la résonance des structures. Ok, donc ce qui se passe ici. Donc, en principe, c'est correct ce qu'il dit ici. Et donc, bon, je pourrais démontrer la résonance avec plusieurs images. Je prends vraiment les images de ce rapport parce que c'est correct. Donc, il s'agit du fait qu'on prend une molécule comme exemple. C'est vrai qu'une molécule a une seule structure chimique, ça c'est vrai. Mais les chimistes ont compris que d'écrire une structure par vraiment une formule avec les bâtonnets tout simplement, ça ne démontre pas toutes les propriétés chimiques importantes. Et alors, ce qui est proposé ici, en fait, c'est les structures graphiques qui démontrent certaines formules mathématiques de la mécanique quantique. Que ça.
Donc, la mécanique quantique, on invente une méthode approximative de résoudre une équation, et les termes de cette équation, pour le faire plus lisible, on peut les représenter comme graphes. Et ces graphes portent sur la structure chimique des molécules. Et donc, ces structures s'appellent les structures canoniques. Vous vous rappelez les malheureux Georg Römer qui a proposé les structures canoniques. En fait, je dirais que les structures canoniques, c'est quelque chose comme ça. Quand vous voyez ici la photo des Römer en profil et en face, vous avez une molécule tridimensionnelle, une personne tridimensionnelle. Comment représenter cette personne? Donc, on peut donner quelques photos de profil d'en face. Donc, c'est à peu près les structures canoniques qui démontrent la molécule plus compliquée que ça. C'est juste une analogie, c'est pas ça évidemment. Donc, les structures canoniques qui nous donnent l'image de termes de calcul et qui portent sur la structure chimique des molécules. Donc, mais Pauling, et c'est vrai, qui étaient les propagandistes, on peut dire, de la théorie de résonance, il a supprimé ces schémas par quelque chose qui ressemble beaucoup plus aux formules familières aux chimistes. Mais en fait, on comprend de quoi s'agit-il. Mais ça a l'air de structures chimiques. Et donc, si vous voulez, les schémas de la mécanique quantique sont dessinés maintenant d'une façon ressemblant aux structures chimiques. Mais on comprend de quoi s'agit-il. Mais en fait, ce qui se passe, que ça donne les structures inhabituelles aux chimistes, et en plus, l'horreur, c'est que pour une molécule, on a plusieurs formules. Or, on a une situation vraiment arrachée de son contexte des Butlerov, qu'une molécule doit avoir une formule, une, et pas que une. Et alors, les défenseurs du concept de résonance prétendent, par exemple, que beaucoup de structures sont possibles pour plusieurs molécules. Les affirmations de ce genre sont en contradiction directe avec les théories de Butlerov qui indiquent que chaque molécule n'a qu'une seule et bien définie distribution de liaisons entre les atomes. Mais quand on lit ça, c'est-à-dire ou bien on n'a rien compris, ou bien c'est la limite de mauvaise foi, parce que tout le monde comprend qu'il s'agit d'une molécule, mais qui est représentée, si vous voulez, comme une supposition des vues différentes sur cette molécule. Mais ici, on prétend que, disons, Butlerov a décrété qu'il y ait une seule structure pour la molécule, et ici, on prend des plusieurs, donc c'est lèse-majesté, quelque chose comme ça. Maintenant, Pauling lui-même, pratiquement pour sa théorie de résonance et pour autre chose aussi, il reçoit le prix Nobel en 1944, donc la théorie n'est pas bête du tout, on comprend de quoi s'agit-il, bien qu'elle est critiquée par d'autres chimistes, aussi pour d'autres théoriciens, je ne vais pas entrer dans les détails, effectivement que ça peut être mal compris, la situation de donner plusieurs formules pour une molécule. Et Pauling lui-même, il ouvre sa leçon Nobel Lecture, par mentionner, c'est le début, sur 5e ligne, il mentionne Butlerov, qui était le premier pour introduire les termes de structure chimique. Donc, lui-même, il n'est pas tout à fait en négation de Butlerov, mais c'est présenté comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne, on peut dire cette bêtise, qu'est-ce que ça donne pour le développement de la chimie? Voilà les débats de cette conférence. Et on pose les questions. Parce que la conférence détermine ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et alors, la question. Il y a quelqu'un qui a calculé l'énergie de conjugaison des molécules contenant des liaisons conjuguées, peu importe. Est-ce que la commission admet ce genre de calcul de l'énergie de conjugaison ou faut-il les réfuter? Est-ce qu'on peut parler de l'énergie conjugaison? Et alors la réponse, comme j'ai dit, la commission a essayé de faire le plus possible pour être raisonnable. Donc, la commission ne définit pas l'énergie de conjugaison parce que c'est la notion de résonance. Donc, les notions de résonance, c'est à bannir.
Pourtant, les calculs n'est qu'un exemple des calculs quantochimiques approximatifs. Il n'y a pas de mal en cette comparaison. Donc, en clair, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne dites pas que c'est la résonance. Donc, la commission a essayé de sauver la théorie autant que possible. Maintenant, je veux donner quelques images de quelques participants. Évidemment, il y en avait beaucoup. Donc, quelques protagonistes participants. Donc, on commence par Tatievsky et Sharparonov. Ces deux-là qui ont publié le tout premier article sur la théorie machiste. Tous les deux étaient finalement sont devenus les professeurs à l'académie, à l'université de Moscou. Ils ont fait tous les deux une belle carrière. Et Tatievsky, en fait, il était à la tête d'une école de théoriciens de l'université de Moscou, de chimistes théoriciens, tout à fait honorable. Donc, j'ai du mal aussi à cerner les personnages. Il était à la tête toute sa vie du laboratoire de la spectroscopie moléculaire, et de la spectroscopie moléculaire n'est pas envisageable sans théorie chimique, donc il y avait le théoricien, donc il n'était pas contre la chimie théorique. Sharparonov, c'est autre chose. Donc, dans sa carrière, on voit clairement ce qui se passe avant et après la discussion de 51. Donc, après la discussion 51, disons, il fait une belle carrière en chimie et en philosophie. Il devient directeur du département des sciences naturelles à la revue Questions de philosophie, professeur de philosophie à l'Institut quelque part, professeur de chimie à l'université de Moscou. Donc, vraiment, je ne connais pas qui a fait quoi dans cet article des deux personnes, mais je suppose que c'est Sharparonov qui était, je veux dire, le moteur. Et voilà ce qu'il dit à la conférence des 51. Il ne parle pas de chimie. Sans aucun doute, et pourtant c'est un chimiste. Sans aucun doute, c'est l'esprit du machisme introduit en physique par Mach et ses disciples, notamment Einstein, Bohr, Dirac, Heisenberg et autres, qui a fait possible la théorie de résonance. À mon avis, l'histoire, comment on était démasqués et terrassés, c'est le vocabulaire de l'époque. Les théories de résonance, mésomérie et d'autres directions rayonnées en chimie démontrent encore une fois l'immense importance de la doctrine de Marx, Engels, Lénine, Staline en tant que base théorique de la science naturelle moderne. La logique de cette phrase m'échappe complètement, mais c'est comme ça. Il est bien connu que l'idéalisme est profondément enraciné dans la science de la société capitaliste. Il me semble donc que la lutte contre les courants idéalistes en physique, qui est la science intimement liée à la chimie, n'est pas encore assez active. Donc, il envisage autre chose. Et puis la transition. Ensuite, je voudrais dire quelques mots à propos de la recherche sur les propriétés des solutions. Solutions, c'est-à-dire solutions chimiques, aqueuses, non aqueuses. Je pense que l'importance de la recherche sur les propriétés de solutions est parfois sous-estimée. On se demande qu'est-ce que les solutions ont à voir avec la résonance. Mais c'est très simple, parce que lui, il s'occupe des solutions. Donc, il est chercheur en solutions. Donc, il rappelle tout simplement que voilà, j'ai terrassé tout le monde. Maintenant, les solutions dont je m'en occupe, c'est très important. Donc, pour lui, c'est un arriviste évident, c'est très clair. Il y a un autre cas, Reutov, futur académicien. Donc, on peut dire que c'est un des principaux chimistes organiciens soviétiques, et sans doute il mérite tout ce qu'il a obtenu, mais quand même sa carrière prend aussi un certain envol après la discussion de 51, mais on ne peut pas dire, peut-être ça aurait été la même chose sans la discussion. Mais ce qui est intéressant, qu'il devient chef de la rédaction chimique de la maison d'édition de la littérature étrangère, MIR. Donc MIR, on connaît bien. Et là, il dirige la section chimique. Et donc, lui aussi, il critiquait la théorie de résonance, pas d'une façon virulente, mais quand même. Et donc en 51, il critique la théorie de résonance, il implique les physiciens,
et donc en 51, il est docteur, tout simplement. En 59, il est déjà docteur en sciences, professeur, membre correspondant de l'Académie des sciences, et en tant qu'éditeur chef de la rédaction chimique, il est éditeur d'un recueil Perspectives du développement de la chimie organique publié en russe. Et le recueil s'ouvre avec le chapitre par Pauling, la nature de la théorie de résonance. Et voilà, il n'y a pas de problème. Donc l'époque a changé, il y a 8 ans passés, mais Staline est déjà mort, donc les discussions sont dans le passé, où on peut parler de résonance, il n'y a pas de problème. Maintenant, un cas très spécial et très intéressant, c'est un professeur Tchelintsev qui était, d'après les témoignages, un bon chimiste organicien, mais qui se voit vraiment un théoricien, le théoricien plutôt, pas un théoricien, le théoricien, qui publie sa propre théorie de la chimie organique, qui ne rime à rien, donc il n'y a personne qui le soutient. Et on le critique aussi dans cette discussion, parce que ce n'est pas la discussion contre la résonance, c'est la discussion sur l'état des théories en chimie organique. Donc, et tout le monde le critique en fait, Tchelintsev, mais lui, il est très combatif, et donc il propose sa propre théorie, et il dénonce les propagandistes de la théorie pseudo-scientifique de résonance et mésomérie, et dans cette liste, je laisse ici le liste, vous voyez la quantité de noms. Donc, il dénonce tous comme les propagandistes de la théorie de pseudo-scientifique, y compris le président de l'Académie des sciences, y compris l'académicien qui a préparé, et y compris même Tatievsky et Sharparonov, donc tout le monde. Donc il n'y a que lui finalement. Et donc, il se voit apparemment les Lysenko chimiques, mais le problème que il est seul, c'est vraiment un personnage pathétique, il est absolument seul, il n'y a personne qui le soutient. Mais il est un contre tous, et donc il est extrêmement virulent, et il dit que la seule chose qu'il faut faire, c'est publier ses livres encore et encore. Bon. Et l'état de sa compréhension des choses devient clair il répond à une question. Donc une question. Considérez-vous que le comportement des électrons dans la molécule de benzène est déterminé par les lois de la mécanique quantique? Donc, en principe, le comportement d'électrons est toujours déterminé par la mécanique quantique. Je pense que c'est plus ou moins clair. Voilà ce qu'il répond. Je ne crois pas en général que n'importe quel phénomène naturel soit déterminé par n'importe quelle loi créée par la science abstraite. Cette formulation, selon moi, n'est pas tout à fait exacte, mais je devine ce que demande celui qui pose cette question. Apparemment, on me demande si je considère que la notion de la délocalisation d'orbite électronique, peu importe, dans les noyaux benzéniques, en fait, l'électron, vous connaissez que c'est une particule et c'est une onde, donc il est un peu délocalisé. D'orbite électronique dans les noyaux benzéniques s'accorde avec la mécanique quantique. Non, je ne le pense pas. Pour la même raison. Si on accepte que les électrons dans les noyaux benzéniques sont délocalisés dans le même nuage électronique, alors, c'est-à-dire le règle que chaque électron ne peut participer à la formation qu'une seule liaison covalente. Or, ici, chaque électron participe à la formation de 6 liaisons à la fois. Donc, il ne comprend pas tout simplement les mécaniques quantiques. Il a cette notion chimique qu'un électron, comme dans l'atome cubique, ils se mettent ensemble pour former une liaison. Et si la mécanique quantique dit autre chose, tant pis pour la mécanique quantique alors. Voilà, donc c'est quelqu'un qui ne comprend tout simplement pas de quoi il parle, et quand même qui propose sa théorie risible. Et d'ailleurs, il est dans les procès-verbal, il est souvent indiqué les rires dans la salle. Il y avait quand même, donc il y avait d'autres chimistes moins virulents, mais quand même en conflit apparemment avec la physique moderne. Il faut rappeler aujourd'hui, dit un professeur, que la mécanique quantique mène très souvent à l'idéalisme et au machisme dans les divers domaines de la connaissance, aussi bien que c'était le cas pour son application à la théorie de la structure. Donc, la mécanique quantique, c'est dangereux, donc il ne faut mieux pas la toucher. Voilà. Les philosophes soviétiques, c'est un cas à part. Donc, Maximov, c'était un des
principaux philosophes scientifiques. Scientifiques, c'est-à-dire qui cherchaient les citations pour tomber dessus. La théorie de résonance, donc il ne comprend évidemment rien du tout. La théorie de résonance est le fruit de l'idéologie pourrie de la bourgeoisie anglo-américaine impérialiste complètement hostile à la science d'avant-garde matérialiste. La théorie de résonance est une branche morte de la science bourgeoise qui empoisonne l'atmosphère scientifique à même titre que... Donc, on peut écrire ça sur n'importe quelle théorie, vous comprenez bien, il ne s'agit pas de comprendre quoi que ce soit. Mais pourtant, donc, quand le fameux Tchelintsev lui pose une question, donc il dit que, selon le professeur Tchelintsev, il joue le même rôle en chimie, il joue en chimie le rôle de Lysenko, et donc tout le monde est weissmanniste, martiniste. Est-ce que le professeur Tchelintsev oserait dire que les paulinguistes ingoldistes en masse n'ont rien donné à la pratique de notre construction? Il est clair qu'on ne peut considérer les gens tombés temporairement dans l'erreur de même façon que les weissmannistes morganistes, c'est-à-dire l'adversaire de Lysenko. Et ça, c'est très important, parce que c'est quelqu'un apparemment proche du pouvoir, et donc il dit qu'il ne faut pas les tuer, il ne faut pas l'exterminer, parce qu'évidemment, tous les chimistes impliqués dans l'histoire de résonance sont les chimistes importants pour l'économie, tandis que Tchelintsev est personne. Donc on comprend que on ne doit pas les exterminer quand même. Donc la résonance c'est mauvais, mais pas les résonancistes. Ok. Et donc, il y a encore un philosophe un peu plus intellectuel qui est chimiste par formation. Donc, il comprend un peu mieux de quoi il parle, mais il comprend très bien de quoi il parle même. Et pour ça, il est plus dangereux, je dirais. Le but social et idéologique du mécanicisme moderne, mécanicisme, vous vous souvenez, c'est quand c'est la théorie mauvaise, philosophique, et d'infirmer le marxisme en réduisant les phénomènes sociétaux à la mécanique quantique, pour les déclarer après indéterministes. Pour un mécaniste, il s'agit de déclarer qu'en principe, les niveaux supérieurs d'organisation, c'est-à-dire la vie sociale, soient réduisibles au niveau inférieur. Une molécule organique serait réduisible à un système de mécanique quantique. Tel est le rôle objectif et la place de la théorie de résonance au sein du système de la science bourgeoise réactionnaire moderne. La théorie de résonance joue le rôle du dernier chaînon dans le programme général de réduction du supérieur à l'inférieur, dans le but de nier les lois objectives du développement des sociétés. Donc j'explique un peu. Donc si on peut réduire les mouvements chimiques aux mouvements physiques, c'est-à-dire que les propriétés des molécules aux propriétés des électrons, alors on peut réduire n'importe quel niveau au niveau plus bas. Donc on peut imaginer qu'on réduit la forme de mouvement de la matière et des sociétés les plus élevées, le niveau social, au niveau, à la limite, le plus bas, à la physique quantique. Et la physique quantique est déterministe. C'est-à-dire que le niveau social devient indéterministe, c'est-à-dire que, en clair, la victoire de la révolution socialiste n'est pas déterminée. Et donc, quand on fait la théorie de résonance, c'est-à-dire que quand on réduit les propriétés des molécules au niveau physique, implicitement, on nie la possibilité de la victoire de la révolution socialiste. Donc, vous voyez ça. Donc, ça devient effrayant. Mais il faut comprendre les contextes pour ce personnage, parce que ce personnage se trouve en difficulté. Lui-même, il a dû subir l'autocritique sévère. Il a été démis de toutes ses positions, et donc, en année 49, il a dû écrire en papier les racines de mes erreurs et mon oubli du principe léniniste, etc. Et donc, pour vous donner une idée, il était critiqué pour plusieurs choses, mais entre autres, il était critiqué pour l'emploi du terme science mondiale. Science mondiale n'existe pas. Il existe les sciences bourgeoises réactionnaires et les sciences socialistes. La science mondiale n'existe pas, donc si on applique le terme la science mondiale, c'est très mauvais. Et donc, voilà. Et donc, quand il est intelligent,
Il est sans aucun doute intelligent, très dangereux, mais il se défend aussi. Il doit se défendre. Il est en situation de se défendre parce que l'année 51, c'est le creux dans sa carrière. Bon, un écrivain, Lvov, que j'ai cité à propos de Mach, ça vaut pas la peine. Et il y avait quand même les gens qui essayaient de faire quelque chose. Donc, voilà, il y avait un théoricien tout à fait respectable qui essayait de dire que oui, mais si on déclare idéaliste, pas l'interprétation de la théorie, mais les expressions mathématiques telles quelles, elles-mêmes, alors la méthode même des calculs devient idéaliste. Dans cette logique, on devrait condamner beaucoup de méthodes approximatives des calculs, de toute la physique théorique, non pas seulement de la mécanique quantique. Une telle approche serait sans aucun doute une erreur. Donc, parmi les peu nombreux qui essayaient de faire entendre la raison. Donc, voilà. Maintenant, les conséquences de tout ça. Direct qui était maigre et indirect qui était, à mon avis, assez grave. Donc, on est déjà près de la fin. Yakov Sirkin, qui était l'auteur de ce livre qui a donné début à cette discussion. Bon, il est viré de l'Institut Karpov, mais il a une crise cardiaque. Bon, mais c'est son problème finalement. Pourtant, il reste professeur à la chaire de la chimie physique à l'Institut d'éducation supérieure. Donc, voilà, et finalement, en 64, il est élu académicien. Et quelques autres chercheurs perdent leur emploi. Évidemment, c'était plus grave peut-être pour les doctorants qui étaient au milieu de leur thèse et qui étaient virés, mais voilà. Ce qui est important, personne n'est touché par des répressions politiques à cause de la théorie de résonance. Parce qu'on a compris quand même que les chimistes en question étaient des bons chimistes finalement. Donc les conséquences directes maigres. Sans doute mes maîtres à Moscou seraient scandalisés quand je dis que les conséquences étaient maigres. Mais bon, faire toute cette grande messe pour finalement virer quelques personnes de leur travail, c'est un peu beaucoup. Donc, mais les conséquences indirectes, quand même, je trouve, étaient sérieuses. Pendant plusieurs décennies, les manuels soviétiques en chimie organique contiennent des chapitres historico-philosophiques, mais pas des théories basées sur la mécanique quantique, pas que les théories de résonance, pas des théories du tout. Donc c'était un peu les cookbooks comme les manuels de chimie du 19e siècle, par exemple. Je prends comme exemple un chimiste magnifique, très bon chimiste, Nesmeyanov, président de l'Académie des sciences. Il a publié à 69 les cours de chimie organique. Il aurait pu le publier il y a 50 ans, avant la mécanique quantique. Donc, c'est juste la classification des réactions par type, ceci réagit avec cela. Donc, il n'y a pas de théorie dedans. Mais, bon, c'était pas une grande tragédie, parce que les manuels modernes traduits en russe d'anglais étaient largement disponibles, et là, les théories étaient là. Mais les scientifiques russes, apparemment, étaient mal à l'aise pendant plusieurs décennies pour entrer en théorie. Et en tant que jeune étudiant, par exemple, moi, je ne pouvais pas comprendre pourquoi il y a toujours ce chapitre historico-philosophique qui a dit quoi, à quelle époque. Parce que, par exemple, les manuels de physique, on ne les écrit pas comme ça. Il y a un petit note de bas de page qui donne quelques détails, mais pas un chapitre entier. Donc maintenant, on comprend pourquoi. Donc, puis, bon, formellement, la discussion de l'année 51 n'est pas dirigée contre la chimie quantique entière, la chimie. Donc, c'est juste contre un de ces modèles, la théorie de résonance, c'est un modèle particulier. Mais comme on ne dit pas quels modèles sont bons et quels modèles sont mauvais, on a fait attention quand même. Et donc, parce que l'autre méthode pour les connaisseurs, la méthode des orbitales moléculaires, elle était déjà bien vivante à l'époque. Il n'y a pas un mot pendant la session. Donc on ne sait pas. On ne dit pas, ne faites pas la résonance, faites les orbitales moléculaires. Puisqu'on ne dit pas, on ne sait pas. Donc on ne fait pas. Et donc, certainement, la chimie quantique était en retard.
en retard. Donc, on sentait ça beaucoup plus tard que même, on faisait ça, mais c'était un peu... Et donc aussi, la chimie théorique en URSS, pendant longtemps encore, avait du mal à devenir une branche de chimie parmi d'autres. C'était quelque chose, je ne dis pas anti-soviétique, mais c'était quelque chose de bizarre, underground, un peu underground, disons comme ça. Donc, puisque ce que je senti personnellement, sans bien comprendre en tant qu'étudiant, c'est certaines méfiances entre les alumni des écoles des persécuteurs et des victimes. Donc je ne comprenais pas qui était persécuteur, qui était victime, mais ça se ressentait. J'espère bien que depuis des décennies, c'est déjà, la page est tournée. La théorie de résonance est toujours vivante. Je pense que les chimistes seront d'accord avec moi qu'elle est utile, qu'elle fait partie de l'intuition chimique même maintenant. Il y a d'autres méthodes qui se développent, mais bon, la théorie des résonances, et donc ces ambiguïtés qui sont bien là, qu'on dessine comme formule chimique, quelque chose qui n'est pas tout à fait la formule chimique, finalement ça ne pose pas de problème, tout le monde comprend tout. Et donc la dernière transparent, mes conclusions et réflexions. Évidemment, une théorie scientifique, une théorie de résonance en l'occurrence, est certes critiquable. Et la critique qu'on a donnée pendant cette session avait été prononcée aussi par les chimistes théoriciens, pour les connaisseurs, par Eric Huckel, Longe Higgins. Ils disaient la même chose que, disons, on essaie d'en tirer plus qu'elle peut donner. Mais une critique scientifique, c'est une chose, même une critique philosophique. Et une critique idéologique, c'est autre chose, parce qu'on a vu que une critique idéologique ici, c'est plus qu'idéologie, c'est l'arrivisme pur, à mon avis. Et même si on parle de l'idéologie, je me demande, est-ce que la théorie de résonance est vraiment inconciliable avec le matérialisme dialectique? Je suis convaincu que non, et je pourrais vous bricoler une interprétation des théories de résonance qui serait super dialectico-matérialiste. Donc, ça vaut ce que ça vaut, je ne dis pas que je suis un grand philosophe, mais évidemment, mais il y a tout simplement ceux qui ont le droit de prononcer les jugements idéologiques, et il y en a d'autres, et il y a d'autres qui n'ont pas le droit de le faire. Et donc, puisque si Maximov, en tant que philosophe, a dit que c'est le machisme, on ne peut pas dire mais non. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est l'idéologie tout simplement comme bouclier, mais aussi ce que je trouve assez intéressant, c'est un bouclier des scientifiques conservateurs. À mon avis, il y a des scientifiques qui peut-être n'ont pas tellement intéressé en idéologie, mais qui a du mal avec ces nouvelles théories physiques. Et quand on dit idéologiquement c'est mauvais, bah ça tombe très bien, c'est mauvais, on ne doit pas le faire, on ne doit pas le connaître, on continue comme on peut. Donc ici, l'idéologie sert aussi un outil pour quelqu'un qui n'est pas forcément idéologique, mais qui veut se protéger de la modernité. Et à mon avis, les vrais mauvais perdants de la science, c'est cette catégorie des scientifiques, qui sont les scientifiques honnêtes finalement, mais scientifiques dépassés par les événements. Évidemment, ça crée l'atmosphère de dénonciation, cette fameuse critique et l'autocritique. C'est vrai que en Union soviétique, c'était clair que c'était très dangereux d'aller en philosophie, en histoire, en quelque chose qui touche à l'idéologie. Donc, si on y va, on sait que c'est dangereux. Mais on avait tendance à croire que quand on fait la science dure, la science naturelle, on est plus ou moins protégé, on fait la science tranquillement. Eh bien non. On peut être touché même dans les sciences naturelles, dans les sciences dures. Et évidemment, ce n'est pas bien pour la science. La discussion stalinienne, je suis tout à fait d'accord avec Pierre qui a dit que le résultat n'est pas prédéfini.
ce n'est pas une pièce de théâtre avec les rôles prédéfinis, distribués, écrits. Mais à mon avis, c'est quelque chose comme une lutte de gladiateurs. C'est-à-dire que la lutte, on ne sait pas quel gladiateur va gagner quand il y a la lutte des gladiateurs. Mais le vaincu, son destin est finalement décidé par le pouvoir. Donc, c'est vrai que c'est pas prédéfini, mais c'est très dangereux et c'est pas tout à fait la discussion scientifique. Ce qui est très intéressant, que le procès verbal que j'ai cité abondamment est très vif et réaliste. Donc, on écrit la vérité. Donc, c'est justement, ça confirme cette situation, cette idée que c'est la vraie lutte, on ne sait pas qui va gagner. Il y a souvent les rires dans la salle, il y a des questions moqueurs, il y a des réponses maladroites. Et donc, il y a tout ça dans le procès verbal. C'est très vivant. Franchement, ça m'a étonné parce que à mon époque soviétique, l'époque des stagnations, c'était pas possible. Tout était vraiment tout à fait vernissé, lissé, et imaginer le rire dans un procès verbal d'une discussion quelconque, c'était inimaginable. Donc c'était beaucoup plus vivant et plus dangereux. Mais quand même, dans cette discussion, le caractère rituel est très fort. Vous avez la salutation au camarade Staline, puis chacun devait dire que peu importe qu'il dit que oui, on a démasqué, on a compris que la théorie marxiste aide à démasquer la théorie de résonance, quelque chose comme ça, qui n'a absolument aucun sens, mais peu importe. Donc c'est quelque chose qui doit être dit. Et après, on peut dire les choses tout à fait raisonnables. Et donc, il faut juste savoir lire. Donc, ça, c'est, disons, ce paragraphe ne veut rien dire, on oublie, et après, on lit. Et ce caractère rituel est figé. Ici, c'est pas encore figé, mais ça devient figé plus tard. Donc, c'est prémonitoire pour le caractère, disons, de la vie publique soviétique plus tard. Donc, voilà. On a fini donc de cet épisode mineur finalement, parce que c'est mineur, ce n'est pas contre la chimie entière, ce n'est pas même contre la chimie théorique entière, c'est juste contre une théorie finalement. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont souffert, mais quand même, je pense que ça donne un bon éclairage sur la situation entre la chimie physique, entre la science et la société, l'organisation de la science en Union soviétique. Comme, je ne sais pas, comme une petite dispute dans la famille, souvent montre, disons, les tensions, beaucoup de tensions qui existent en réalité. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple pour démontrer des côtés différents sa signification. Merci de votre attention. Je remercie beaucoup Victor de nous avoir plongé dans un monde qui, pour ma part, m'était tout à fait inconnu et je crois qu'il l'était pour plusieurs d'entre vous également. Je ne doute pas que son exposé va susciter des réactions ou des questions. Merci. C'est peut-être une question de ne pas bien avoir compris le concept de résonance, mais vous avez dit que c'était une interprétation erronée de la mécanique quantique. Oui. Cette interprétation erronée est due à qui et est-elle volontaire? Oui. Je voulais pas juste entrer dans les détails, je le ferai avec plaisir. Donc, en mécanique quantique, mais je ne veux pas aller trop loin. En mécanique quantique, on doit inventer une méthode de résoudre une équation finalement. Et donc, quand on résout cette équation, en mécanique quantique, il y a le principe de superposition, c'est-à-dire que s'il y a une solution et l'autre solution, leur superposition, c'est aussi une solution. Donc, c'est mathématique, mais comme toujours en physique, une vérité mathématique a des implications physiques. Donc, on cherche la solution, c'est mathématiquement commode.
en tant que la superposition de plusieurs termes. Maintenant, ces termes peuvent être décrits comme ceci. Donc, c'est une représentation graphique de certains termes, comme ici pour une molécule. Donc, c'est presque la même chose, mais vous voyez que un bâtonnet n'est pas en place de double bâtonnet, donc voilà. Maintenant, ce qui dit la mécanique quantique, quand vous avez la superposition de plusieurs termes, du point de vue d'énergie, c'est plus stable qu'un seul terme. C'est mathématiquement ça. Plus stable, c'est l'énergie plus basse. Et donc, on dit que si on représente un seul terme pour une molécule, son énergie aurait été plus élevée qu'en réalité. Et en réalité, la molécule est plus stable parce qu'il y a d'autres termes mathématiques qui entrent en jeu, en solution, dans la solution. Donc, ces mathématiques, c'est absolument correct. Maintenant, on peut dire que, mais on ne fait pas des calculs. On établit les règles pour dessiner les graphes qui correspondent aux termes mathématiques. Et quand on peut dessiner plus de termes comme ça, la molécule sera plus stable. Et donc, là, évidemment, on va un peu plus loin parce que on ne sait pas quelle stabilisation, quel terme va apporter. Donc c'est ça, disons, l'extension erronée, vraiment. Donc sans calcul, on ne sait pas trop quelle stabilisation en termes supplémentaires va vous donner. Donc si on ne fait pas les calculs, les conclusions deviennent plus dubitatives. C'est ça le problème. Pauling, c'est Pauling lui-même qui a eu le prix Nobel, c'est lui-même. Il était vraiment excessif, mais c'est la personnalité de Pauling. Sans ça, il n'aurait pas eu son prix Nobel, parce qu'il était un très bon propagandiste de sa théorie. Par exemple, tout à fait autre personnalité, Eric Huckel, un auteur d'une autre méthode, qui a écrit un papier de 60 pages, où sa méthode était, je ne sais plus, méthode numéro 3 parmi je ne sais plus combien. Donc personne n'a lu le papier, et voilà. Mais lui, il était un bon propagandiste. Et comme un propagandiste, il a simplifié les choses, parfois à l'outrance. Et finalement, ça a servi, je crois, personnellement aussi, que ça a servi la cause, parce qu'il a cassé la porte entre la mécanique quantique et la chimie, et les chimistes ont commencé, sans calcul, à appliquer les concepts de la mathématique quantique. Donc c'est Pauling, c'est ses erreurs et ses mérites. Bonsoir, et merci en tout cas pour votre présentation, très intéressante d'ailleurs, mais c'est une réflexion plutôt, je dirais que sociologique en fait, dans la mesure où de tous les temps et dans toutes les populations, je dirais, il y a eu ce genre de débats qui ont été portés, et en fonction, je dirais, de toutes les dictatures, mais y compris religieuses, je dirais Galilée a failli terminer en brochette, je dirais aussi, et donc dès lors, c'est un démarquage plutôt purement humain, je dirais, de pouvoir trouver sa place, une position intellectuelle ou pas. Et je trouve qu'effectivement, c'est un peu malheureux d'avoir perdu autant d'énergie à se contorsionner et qu'on aurait pu aboutir un peu plus tôt. Mais c'est un peu le bégaiement, je dirais, de l'histoire et de la science et des forces mises en présence, en fait. Tout à fait. Et comme vous avez compris, je pense que c'était une dictature religieuse. C'était une dictature parce qu'il y avait des textes sacrés qu'on ne peut pas toucher, que suffit de citer, et voilà. Oui, oui, on a cité pas mal de gens qui sont à la fois chimistes et philosophes. Alors ma question elle est double. Est-ce qu'il faut entendre philosophe comme on l'entend habituellement? Parce que par exemple, quelqu'un qui a un PhD, ça dit philosophia, mais il n'en est pas pour autant philosophe. Donc, et est-ce que, si c'est le cas, s'ils ont vraiment la double casquette, comment est-ce que ces gens étaient considérés parmi leurs homologues philosophes ailleurs dans le monde? C'était vraiment la double casquette. Donc c'était quelqu'un qui avait
un doctorat en chimie, un doctorat en philosophie, marxiste, mais un doctorat, mais avec la thèse sur Aristote, par exemple. Donc c'était vraiment les philosophes qui travaillaient dans l'Institut de philosophie, mais aussi il faut dire que quand on est philosophe à l'Union soviétique à l'époque, c'est-à-dire aujourd'hui on est directeur de l'Institut de philosophie, demain on est directeur d'une section au comité central et après-demain on est de nouveau directeur de l'Académie de l'Institut philosophique. Donc là c'était comité central et Institut de philosophie, c'était très interpénétrable, je dirais, mais c'était les philosophes marxistes, mais c'était vraiment les philosophes. Mais ici, vraiment, il se fait que il y avait quelques chimistes, ou bien Zhdanov, par exemple, Yuri Zhdanov, il était étudiant avant la guerre. Il était étudiant à la faculté philosophique et chimique en parallèle de l'université de Moscou. Et puis, il a soutenu sa thèse de doctorat en philosophie, mais sur un problème chimique, donc philosophie de chimie. Voilà. Et Kedrov, qui était le plus dangereux à mon avis, il était chimiste d'abord, et puis il est devenu philosophe. Il écrivait sur les questions philosophiques des sciences en général, mais il chérissait la chimie en particulier, donc c'était vraiment les gens de double casquette, oui. Mais disons, c'était les philosophes qui avaient la formation chimique au départ. Donc ce n'étaient pas les chimistes actifs en chimie, mais quand même qui avaient fait 5 ans d'université en chimie. Je suis tout à fait heureux d'avoir entendu ton exposé, parce qu'effectivement, il y a plein d'éléments qui recoupent un peu ce que moi j'ai appris en lisant d'une part les trucs sur Lysenko et avant sur les physiciens soviétiques. Alors, il y a une question qui pour moi, mais j'ai aussi un ou deux commentaires à faire, une question qui pour moi demeure quand même assez mystérieuse, c'est, à part la raison que tu as invoquée, qui est l'arrivisme de certains concurrents dans le monde scientifique, la focalisation sur l'idée de résonance m'échappe totalement. Enfin, je veux dire, quel que soit l'angle sous lequel on se positionne, contrairement, par exemple, au débat sur Lysenko, où, ok, il y a eu plein de théories, plein de conneries qui ont été émises, mais on voit bien qu'il y a un gros enjeu derrière ce débat. En physique, ça a été pratiquement, alors qu'on dénonce les liens avec la mécanique quantique, assez rapidement, les physiciens soviétiques, on leur a quand même à peu près foutu la paix pour pouvoir, en leur permettant de poursuivre leurs recherches. Alors, mais les remarques, aussi, Zhdanov, effectivement, Yuri Zhdanov, le fils, a effectivement joué un rôle tout à fait important aussi dans l'affaire Lysenko, et paradoxalement, c'est un des rares qui a joué un rôle conciliateur. En 1948, au moment où vraiment ça se termine, j'aime bien ton expression combat gladiateur, parce que c'est vraiment ça se termine par la défaite des tenants de la biologie moléculaire, que Zhdanov a essayé d'éviter. Dans les premières phases de la discussion, il a essayé de présenter une position qui aurait pu être une position de compromis, et puis il a été balayé. Et alors, la dernière remarque que je voulais faire, en fait, ça c'est quelque chose que je trouve relativement... que ce genre de débat, dans lequel ce genre de débat a joué un rôle très négatif, c'est la dernière partie que tu as évoquée en citant Maximov. En fait, c'est clair que le ton de la discussion est insupportable et que la manière dont elle est conçue l'est aussi. Par contre, les questions invoquées sont des questions tout à fait fondamentales de philosophie des sciences. Par exemple, est-ce que vraiment on a un enchaînement, si vous voulez, de disciplines dont on peut se les représenter comme des poupées russes, donc une à l'intérieur, enfin, on va de plus en plus haut. Alors je crois en effet qu'on passe de l'une à l'autre avec des théories limites. C'est ce que Boltzmann a fait entre la mécanique de son époque et ce qui se développait comme thermodynamique. C'est ce qui s'est fait avec la chimie quantique. Mais je reste effectivement convaincu que même si on a une vision unifiée
de l'univers dans lequel on vit, par exemple, tout ce qui relève de la biologie moléculaire et de la génétique, je ne vois pas comment on pourrait arriver à l'expliquer explicitement, je veux dire, en termes de mécanique quantique, même si on sait qu'en fin de compte, derrière tout ça, il y a des protons, des électrons et des neutrons. Enfin, bon. Et alors, je me dis qu'effectivement, quand je dis que c'est dommage, ce que je trouve, c'est que, par exemple, l'allusion à la mécanique quantique, moi je l'ai retrouvée dans un contexte qui m'énervait énormément, à partir du moment où j'ai commencé à donner quelques cours de mécanique quantique, où j'ai été voir sur le net ce qu'il y avait, à propos de la médecine quantique, où effectivement, la médecine quantique, c'est une pseudo-discipline qui invoque la mécanique quantique essentiellement chaque fois qu'il y a des phénomènes qu'on ne comprend pas très bien. Et donc, si c'est pour faire jouer ce rôle-là à la mécanique quantique, je préfère effectivement qu'on n'en parle pas. Concernant l'origine, c'est mystérieux pour moi aussi. Donc, c'est pour ça que je dis comme ça, voilà, au départ, il était l'article. J'aurais bien aimé savoir quelle était la motivation de ces deux relativement jeunes, pas très jeunes, en trentaine, des chimistes qui ont pondu ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que il y avait la superposition de plusieurs facteurs. Il y avait la publication de Butlerov à l'époque. Il y avait, disons, les rapports sur les publications, que c'est très important qu'on a publié. Dommage qu'il y a des chimistes soviétiques qui ne citent pas Butlerov assez. Mais c'était pas très virulent. C'est Jdanov qui a écrit quelque part comme ça, mais je ne cite même pas parce que c'est vraiment, c'est pas si méchant que ça. Mais quand on a, et aussi, voilà, je n'ai pas accès aux archives, donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que faut dire que les questions de philosophie, ce n'est pas une revue comme n'importe quoi, j'écris quelque chose et c'est l'éditeur qui décide et le public. Ça se décide au niveau assez élevé. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un a décidé quelque chose, je ne sais pas, peut-être quelqu'un avait quelque chose personnellement contre Yakov Sirkin, je ne sais pas. Mais c'est mystérieux et je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est incompréhensible pourquoi un détail finalement mineur qui ne touche pas le système du monde ou l'économie ou quoi que ce soit, mais on voit comment cette boule de neige commence, parce que quand il y a un public comme ça, en tant que directeur d'institut, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une discussion chez moi pour réagir. Et puis il y a une autre discussion, et puis quelqu'un dit que pourquoi vous ne le faites pas, et vous êtes résonanceiste. Et donc une public comme ça déclenche vraiment une avalanche. Ça oui, mais qu'est-ce qui déclenche ce premier événement? Pour moi, c'est mystérieux aussi. Oui. Bonsoir. Oui. Dans votre travail, est-ce que vous avez trouvé si Lev Landau a participé, s'il a dit quelque chose à propos de la controverse dont vous nous avez parlé ce soir? Non, je n'ai rien trouvé, je ne pense pas, parce que Landau était dans la physique théorique pure et dure, donc il ne s'intéressait pas des vulgarisations pour les chimistes de la mécanique quantique, sans doute pas. Il était toute sa vie l'ami de Georg Römer, qui était parmi les gens qui n'étaient pas les créateurs de la théorie de résonance, mais qui ont créé les bases théoriques pour ce qui était la théorie de résonance après, ces fameuses structures canoniques, les règles, comment écrire les structures de résonance. Il était copain avec lui, mais personnellement. Et je n'ai rien trouvé, et honnêtement, je ne pense pas. Il était intéressé par la physique théorique de beaucoup plus haut vol que l'interprétation pour les chimistes d'une approximation donnée de la mécanique quantique, parce qu'il s'agit de cela finalement. Donc pour la chimie, c'est extrêmement important et fondamental, mais pour un physicien, un théoricien, c'est rien du tout.
Merci pour votre exposé de ce soir. Moi, j'ai une question. On est en 1951, au moment de la controverse. On commence tout doucement à rentrer dans la guerre froide. Est-ce qu'à un moment, le fait de se dire on va cracher la théorie de la résonance et donc se priver d'une partie de la physique, parce que comme vous disiez, à ce moment-là, on se dit tout ce qui touche à la mécanique quantique, on ne sait pas ce qui est pro-marxiste ou ce qui ne l'est pas. Et donc, est-ce qu'il y a personne au sein du parti ou au sein même de l'URSS qui s'est dit, est-ce que ça pourrait nous porter préjudice dans la guerre froide qui est en train de s'annoncer tout doucement? Mais justement, c'est un volet très intéressant parce que si on touche à la mécanique quantique, logiquement, on doit toucher aux physiciens, pas aux pauvres chimistes. Et on a essayé. Le même Maximov, j'ai ici une citation, ça vaut pas la peine de lire parce que c'est la même chose. Donc la physique quantique, c'est rien du tout, branche morte, quelque chose comme ça. Et quand on a essayé de faire quelque chose comme ça aux physiciens, donc il y a, ce que j'ai lu, il y a 3 rapports verbaux, donc c'est-à-dire que les mémoires, les gens expliquaient aux autres que 46 c'est la bombe soviétique, les bombes atomiques soviétiques qui a été créée. Et donc les physiciens étaient en contact avec les plus hautes sphères de gouvernement, avec Beria en personne était responsable pour Beria, le chef de politique de police secrète finalement. Il était le chef de la bombe atomique. Donc, et les physiciens avaient accès direct à ces gens-là. Et on a dit clairement, si vous touchez à la mécanique quantique, il n'y a pas de bombe atomique. Touchez pas. Et donc ils ont compris ça. Et donc, parmi les physiciens soviétiques, on disait que la physique soviétique a été sauvée contre l'attaque idéologique par les boucliers atomiques. Oui. C'était leur expression. Et je peux ajouter que même après, les physiques soviétiques étaient la couche de la population la plus libre, en fait. Ils pouvaient se permettre une exposition d'un peintre d'underground. Ils pouvaient se permettre un concert d'un bar de Vysotsky qui n'était pas... Donc les physiciens étaient les plus libres parce qu'on a compris que c'est essentiel. La bombe et tout le reste, ce qu'ils peuvent faire, donc on doit leur permettre tout. Et en fait, Maximov, qui n'était pas au courant, il était philosophe, mais il n'était pas au secret de la bombe atomique, il a essayé à écrire une publique comme ça. Et d'ailleurs, c'est caractéristique qu'il a écrit ça dans le journal qui s'appelle La Marine Rouge, donc le journal des marins, parce qu'il n'a pas pu trouver apparemment d'autres journaux, je ne sais pas. C'est ici, sur un centaure philosophique. L'interprétation de la relation d'incertitude de la mécanique quantique et la négation du matérialisme. Les vues philosophiques de Niels Bohr est un produit typique de la réaction idéologique engendrée par l'époque d'impérialisme aux pays capitalistes. Je pourrais inventer ça, mais c'est vrai. Les vues philosophiques de Niels Bohr sont un produit non viable, un déchet qui, après la définition de Lénine, mérite d'être envoyé aux immondices. Donc ça, c'est publié au journal La Marine Rouge. Et après les physiciens, apparemment, quelqu'un ont fait savoir que c'est publié. Ils ont été voir Beria. Après quoi, on a fait une réprimande à l'éditeur en chef, les pauvres de ce journal. On a dit que c'est pas à vous d'écrire dans votre journal de la Marine Rouge sur la philosophie de la mécanique quantique. Et Maximov a eu aussi une réprimande que tais-toi. Voilà. Donc c'était comme ça. Donc finalement, quand il faut, la discussion se termine comme ça. Voilà un effet tout à fait inattendu de la bombe atomique. Je remercie beaucoup Victor Gueskine pour son passionnant exposé. Je vous invite dans plus ou moins 15 jours, le 17 décembre, à venir écouter Julien Destat qui va parler de la science nazie, de la science sous
l'époque nazie. Attention, exceptionnellement, cette conférence aura lieu au Drexel, c'est-à-dire dans un auditoire au premier étage. Ce sera fléché, mais ne venez pas par habitude jusqu'ici. Alors la semaine prochaine, c'est tout à fait autre chose dans le cycle Révolution. C'est Essam Safar qui viendra parler des révolutions arabes. Merci.